Bienvenue dans Business Africa, je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres. Les pays africains ont progressé en matière d'échange de renseignements en 2021. Cette amélioration a permis de mobiliser des ressources et mieux lutter contre l'évasion fiscale. L'économie malienne se relèvera-t-elle des 6 mois de sanctions commerciales et financières? Les économistes prévoient une croissance en dessous des 5% cette année. Enfin, au Togo, la production cotonnière devrait atteindre 148 826 tonnes en 2023, selon les prévisions des autorités. Depuis 2014, l'échange des renseignements sur demande a permis aux États africains d'identifier plus de 244 millions de dollars de recettes supplémentaires. C'est ce que révèle le dernier rapport sur la transparence fiscale paru le mois dernier. Objectif, permettre aux États de lutter contre l'évasion fiscale et les flux financiers illicites. Confrontés à la dette, à la corruption ou encore à la fuite des capitaux, les pays africains tentent de mobiliser des ressources domestiques par le biais de la fiscalité et de la réduction des flux financiers illicites, FFI. En 2019, un rapport de la Commission de l'Union africaine, UA, a estimé entre 50 et 80 milliards de dollars américains par an les pertes dues au FFI. L'UA s'est engagée d'ici 2030 à réduire sensiblement les flux financiers illicites en renforçant le recouvrement des avoirs volés par des organisations criminelles, ce qui passe nécessairement, souligne le dernier rapport de Transparence fiscale 2022, par le recours à l'assistance transfrontalière. Une réduction de la fraude financière internationale sur le continent permettrait de combler une grande partie du déficit de financement des projets de développement durable. Cette étude montre tout de même un progrès dans l'infrastructure des échanges de renseignements qui a atteint 4135 relations bilatérales. De plus, un 22e pays africain a rejoint la Convention concernant l'assistance mutuelle en matière fiscale. En 2021, sur les 38 pays couverts par ce rapport, 3 ont identifié 38,9 millions de dollars d'impôts supplémentaires grâce aux échanges de renseignements sur demande, l'ERD. Depuis 2014, l'ERD a permis aux pays africains d'identifier plus de 244 millions de dollars de recettes supplémentaires. Ce sont en tout 1,3 milliard de dollars en impôts, intérêts et pénalités que les États ont recouvrés depuis 2009. Ce rapport sur la transparence fiscale a été publié par le Forum mondial. Je reçois la chef du secrétariat, Madame Zaïda Maneta. Merci d'être avec nous. Votre rapport est très optimiste sur la capacité des États africains à embrasser totalement la transparence fiscale. Les pays africains s'engagent de plus en plus dans l'échange d'informations et la transparence. Je peux vous donner quelques exemples, mais je voudrais souligner que nous avons maintenant 22 pays africains qui sont membres de la Convention multilatérale sur l'assistance administrative. La raison pour laquelle cette convention est si importante est qu'en y adhérant, vous avez automatiquement accès aux informations de plus de 140 pays dans le monde. Il est donc très important pour les pays africains d'avoir accès aux informations détenues à l'étranger. C'est une façon de voir les choses. Un autre élément important est le nombre d'officiers qui ont été formés. Nous avons formé plus de 1500 officiers africains l'année dernière. Il faut donc s'en réjouir. Par ailleurs, de plus en plus de pays africains mettent en place l'infrastructure nécessaire pour échanger des informations de manière appropriée. Cela signifie qu'ils disposent d'un cadre juridique et administratif approprié et des outils nécessaires à ces échanges. Et enfin, la cerise sur le gâteau, nous avons maintenant 10 pays africains qui se sont engagés ou qui ont commencé à échanger automatiquement des informations sur les comptes financiers, ce qui signifie que chaque année, ils reçoivent des informations des autres juridictions concernant les comptes financiers que leurs résidents détiennent à l'étranger. C'est une sorte de changement de cap. Je suis donc très heureuse de voir de plus en plus de pays africains s'engager dans ce type d'échange. Et malgré ces efforts, il y a encore du chemin à faire afin de lutter contre les flux financiers illicites, la corruption ou encore agrandir l'assiette fiscale.
Nous pensons que cela doit commencer par un engagement politique au plus haut niveau. Il doit y avoir une prise de conscience des avantages que la transparence et l'échange d'informations peuvent apporter à un pays. Ensuite, il doit y avoir un cadre juridique approprié et tout le cadre administratif doit également être promulgué. Je pense que la recette pour cela est aussi une coopération avec d'autres administrations et d'autres partenaires. Dans le cas de l'initiative africaine, nous avons plus de 14 partenaires engagés dans cet échange et 34 membres. Vous voyez donc que cette coalition de bonne volonté est ce qui fait vraiment avancer les choses. Parlons des défis. 38 pays sur 54 ont rejoint le projet. Quelle est la recette pour faire adhérer le plus de pays? La première, je dirais que c'est la prise de conscience. Certains pays ne sont pas clairvoyants. Ils ne voient pas cela comme un point clé de leur agenda. C'est pourquoi ce type de rapport est si important pour sensibiliser les gens. L'autre chose est qu'il doit y avoir une réelle implication, un engagement et une allocation de ressources. Et je ne parle pas seulement de ressources financières, mais aussi de ressources humaines et de temps. Donc ils ont vraiment besoin de s'investir pour être en mesure de changer l'histoire. Madame Anita Zaida, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, c'était un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Ravi de vous retrouver dans la seconde partie de Business Africa. Au Mali, les perspectives de croissance pour 2022 ont été compromises par les sanctions économiques, l'inflation régionale et la crise en Ukraine. La levée du blocus de la CEDEAO donnera-t-elle un nouveau souffle à l'économie? Pour le savoir, je reçois l'économiste Modibo Mao. Merci d'être avec nous. Dites-nous quelles sont les conséquences immédiates de cette levée des sanctions. Merci beaucoup, madame. Vous savez, ce sera une bouffée, c'est déjà une bouffée d'oxygène, une grande bouffée d'oxygène, parce que vous savez, notre économie, c'est-à-dire notre activité économique, le produit intérieur brut, est basée à 60% sur le commerce international, c'est-à-dire ce que nous vendons aux autres et ce que nous achetons avec les autres pays. Et donc, ça va être vraiment un soulagement pour les populations maliennes. Et quelles ont été les conséquences de 6 mois de blocage sur l'économie malienne? Les conséquences sont quand même énormes parce que vous savez, le Mali déjà traverse des difficultés depuis une dizaine d'années. Depuis 2012, nous traversons une crise multiforme sur le plan sécuritaire. Nous traversons aussi une crise politique parce que vous savez, il y a eu un coup d'État le 18 août 2020. Donc nous avons des problèmes sur le plan humanitaire aussi parce que nous avons près d'1 million de déplacés. En plus de cela, vous savez, il y a les conséquences de la Covid et le Mali avait connu une récession en 2020 et jusqu'à nous sortions de cette récession, parce qu'en 2021, nous avons eu un produit intérieur brut positif, 3,6%, et nous tablions sur 5,2% de croissance en 2022. Malheureusement, avec les sanctions, cela va être compromis et je pense que si nous pourrions peut-être atteindre 3%, parce que nous avons une économie résiliente et parce que nous avons notre première recette d'exportation qui est en grande partie de l'or. Mais maintenant, la deuxième recette d'exportation a été affectée, c'est le coton. Et la troisième recette d'exportation aussi a été affectée. Ce sont les animaux vivants que nous vendons dans la sous-région. Et nos principaux clients pour les animaux vivants, notre troisième recette d'exportation, sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Alors, comment envisagez-vous les perspectives économiques? Les derniers chiffres que nous avons de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est que l'inflation est à 6,8% dans l'UEMOA, alors que les critères de convergence macroéconomique indiquaient que la cible ne devait pas passer 3% d'inflation dans notre zone. Mais c'est un phénomène mondial parce que depuis 40 ans, les États-Unis n'ont pas connu une telle inflation. Depuis 25 ans, les 27 pays européens aussi n'ont pas connu une telle inflation. Et avec la hausse du prix du carburant, qui est un facteur déterminant pour tous les autres prix à la consommation, évidemment, nous espérons qu'il y aura une accalmie et une baisse du prix à la pompe. Et c'est cela qui va permettre de soulager les populations maliennes parce que nous ne produisons pas de pétrole et c'est notre premier produit d'importation. Merci à vous, Monsieur Modibo Mao.
Merci à vous. Bonne journée. On quitte le Mali, direction le Togo, où des mesures ont été annoncées en vue d'atteindre une production prévisionnelle de 146 826 tonnes de coton-graines pour 180 000 hectares de terres emblavées. Un reportage sur place de notre correspondant Noël Tadénian. Quelques 52 528 tonnes de coton-graines ont été produites l'année dernière au Togo, mais seulement 68 708 hectares cultivables ont été emblavés sur 193 000, soit 38% de réalisation. Les producteurs de coton optent désormais pour la culture du soja, jugée plus rentable. Nous n'avons pas cultivé assez de coton. On s'est plutôt tourné vers le soja, c'est bénéfique. Les acteurs de la filière veulent travailler sur 180 000 hectares pour une production prévisionnelle de 146 826 tonnes avec un rendement moyen de 816 kg par hectare. L'enjeu actuel, c'est augmenter la productivité au champ, augmenter les rendements au champ parce que les rendements coton au niveau du pays restent faibles. Pour relever ce défi, le prix du kilo a connu une augmentation. Il est fixé à près de 50 centimes d'euros. De plus, les intrants agricoles bénéficient d'une subvention. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau numéro de Business Africa.